Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. Et aujourd'hui, on s'attaque aux Vikings, à Uno X, les Norvégiaux-Danois qui ont fait encore une très bonne saison en 2023. On regardera quand même ce qu'ils les ont fait. On parlera de 2024. Gros transfert du côté du Uno X. On a rapatrié pas mal de stars norvégienne et danoise au pays, comme on pourrait dire. Et puis toujours avec cette équipe qui a un esprit assez particulier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google. TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment les compétitions de biathlon, et puis il y aura le cyclisme avec Palma de Majorque. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Il y a également les différentes playlists. On commence tout de suite avec la vidéo du jour. Uno X, aujourd'hui. L'Esprit Viking est encore là. L'Esprit Viking qui a fait une saison 2023 qui était pas mal. L'Esprit Viking, cette équipe elle a un esprit particulier, on le dit toujours, c'est un état d'esprit. Alors déjà, ils ne recrutent que des Norvégiens et des Danois. C'est-à-dire que c'est une équipe qui ne recrute que des coureurs de deux nations. Il n'y a pas de Finlandais, il n'y a pas de Suédois, il n'y a pas de Polonais, il n'y a pas d'Allemands dans cette structure. Parce qu'ils ont une identité qui est extrêmement forte. Le mec qui dirige Uno X avait fait une interview l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, où il avait dit, c'était l'année dernière parce que c'était avant le Tour de France, où il avait dit quand ils ont lancé le projet, il y a quelques années en arrière maintenant, la conférence de presse, il y avait un journaliste. Voilà. Et aujourd'hui, c'est fait partie des équipes attendues, qui a participé au Tour de France, même si c'était pas le Tour de France le plus éclatant, c'était un premier Tour de France, avec une structure, encore une fois, qui n'avait pas beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Mais ouais, c'est un esprit particulier, Uno X. On revient sur la saison 2023, comme je le disais, première participation au Tour de France, qui a été mitigée. C'est vrai que Christophe n'a pas été exceptionnel au niveau du sprint. Encore une fois, la structure n'avait que très peu d'expérience. C'est-à-dire que certes, les coureurs déjà n'étaient pas habitués, mais même dans l'équipe, dans le staff, on n'avait pas l'habitude du Tour de France. Je pense que voilà, certaines personnes du côté de ce staff se sont fait avoir par l'enjeu de la course. C'est quand on regarde les résultats en 2023, je dirais que c'est presque une chouille moins bien qu'en 2022. Je trouve qu'en 2022, je les avais beaucoup vus à l'avant des courses, ce qui a été moins le cas en 2023. Notamment, je trouve que sur les classiques flandriennes, ils ont été peut-être plus discrets, à part Christophe qui fait 4 du Het Nieuwsblad. C'est vrai que sur le reste des classiques, ça a été compliqué. Bon, ils prennent quand même la 8ème place du Dauphiné, mais c'est vrai que le Tour de France, c'est pas dingue. Alors, il y a 15 victoires, ce qui est, je crois, leur meilleur score, mais je trouve que sur les épreuves World Tour, sur les très très grosses épreuves, quand il y avait de la densité, eh bien, ils ont un petit peu disparu sur ces épreuves-là. Et c'est peut-être la raison du gros recrutement 2024 de cette équipe, c'est essayer d'avoir des résultats sur ces grosses épreuves. C'est bien d'être présent sur les classiques 1-1, les courses par étapes 2-1, les Pro Series. Mais au bout d'un moment, on veut des résultats également sur les World Tour. S'ils veulent accéder plus ou moins quelques années au World Tour, il faut avoir des résultats. Et puis de toute manière, il fallait densifier le recrutement parce que, encore une fois, la bagarre en Pro Team va être plus importante. Et si tu veux jouer avec Q36, si tu veux jouer avec Tudor, il y a un moment, tu étais obligé également de faire un gros recrutement. Mais ce qui est fort, c'est qu'ils ont réussi à faire un gros recrutement en gardant leur identité. Certains auraient pu se dire, bon, bah, on va recruter des Belges, des Français, des Espagnols. Non, eux, ils se sont dit, on recrute Norvégiens, Danois. Voilà. Ils ont 2 nations dans l'équipe, ils n'en ont pas plus. Ils ont un seul mec du staff qui est belge,
Sinon, c'est que des Danois, des Norvégiens. Et j'aime bien moi, cette identité-là, parce que Euskaltel avait ça au début, dans les années 2000, et puis il l'avait perdu au fur et à mesure. Là, il y a quand même une identité forte. Alors, c'est bien les équipes comme Burgos aussi, qui décident d'aller voir des coureurs de nations exotiques, dans le cas de Burgos, parce qu'en plus, ils le font déjà depuis quelques années. L'Angelotti, il n'est pas dans l'équipe depuis 6 mois. Et du côté du NoX, je trouve que cette identité-là qui est très forte, c'est bien aussi, il faut des équipes comme ça, avec des projets forts, des projets importants, et voilà, et qui tiennent sur la durée aussi, ça c'est bien. On regarde les victoires en 2023 pour cette formation. Elles sont au nombre de 15 et on rajoute 2 victoires pour des coureurs qui n'avaient pas le maillot de leur équipe ce jour-là. Pour les 2 victoires d'un coureur qui n'avait pas le maillot de leur équipe ce jour-là, eh bien Erland Blikra qui a remporté la 3e étape de l'Olympias Tour aux Pays-Bas, et puis Anne Holter qui lui avait remporté le Sun de Volden Grand Prix, course au mois de mai. Il y a pas mal de courses fin avril, début mai, de petits grands prix comme ça en Norvège et au Danemark. Parmi les victoires, première victoire de l'année, c'était en février. C'était le Saudi Tour, l'étape numéro 3 pour Søren Vareskjold. On avait Alexander Kristoff qui a remporté la première étape du Tour de l'Algarve. Frédéric Dvernes lui a remporté la Route Adélie de Vitré. Erland Blikra a remporté la 2e étape du Région Pays de la Loire Tour. Vernes remportait la 4e étoile du Région Pays de la Loire Tour, donc il enchaînait au mois d'avril. Tour de Norvège, l'étape numéro 3 par Alexander Kristoff. Rasmus Stiller a remporté la Dortchel Dwars Dout et Hageland. Søren Vareskjold a remporté la 3e étape du Tour de Belgique, c'était à contre-la-montre, et quelques jours après les championnats de Norvège du contre-la-montre, Vernes remportait les championnats de Norvège de la course en ligne. Vareskjold lui a remporté la première étape du Tour de Danemark et également la première étape du Tour de Poitou-Charentes et le classement général de cette course. Rasmus Stiller a remporté la 7e étape du Tour de Grande-Bretagne et en fin de saison, Tobias Haaland Johannesson a remporté la dernière étape du Tour du Luxembourg. 15 victoires, c'est plus qu'en 2022 où il y avait eu 9 victoires. Le record, précédent record daté de 2020 avec 14 victoires, donc avec 15 victoires c'est bien mieux. Équipe Uno X qui date de 2010, à l'époque ça s'appelait Ringerix Craft et le sponsor Uno X lui est arrivé en 2017 et au départ c'était qu'une équipe on va dire de développement qui est arrivée vraiment à devenir équipe 1 en 2020, parce qu'en fait, Uno X au départ servait surtout à développer le cycliste et les jeunes coureurs norvégiens et danois. Pas mal de turnover en cette année 2024 du côté des transferts, avec 7 départs pour 8 arrivées. Parmi les départs, nous avons 3 coureurs qui ont pris leur retraite. C'est le cas de Christopher Halvorsen, c'est le cas de Niklas Egg, c'est le cas de Jacob Ingsgol. Souvent, on prend la retraite tôt. Par contre, chez Uno X, c'est vrai que c'est une équipe où soit on arrive à performer, soit on prend sa retraite. Par exemple, Jacob Ingsgol, il a pris sa retraite à seulement 23 ans, vainqueur pourtant du Tour d'Antalya en 2022, mais qui n'a jamais vraiment totalement réussi à faire son trou. 6e du boucle de la Mayenne aussi, voilà quand même parmi ses résultats en carrière. Parmi les coureurs qui ont changé de formation, il y en a Jonas Gregard qui rejoint la Lotto, Charming qui rejoint Astana, Torsten Traen qui rejoint la Bahreïn, et puis Lasse Norman Lett qui rejoint la team Play Giant Store. Parmi les coureurs qui arrivent, eh bien, vous avez Magnus Cort Nielsen qui était chez UF, Andreas Leknesund qui était à la DSM, Marcus Ulgaard qui était à la Lidl Trek. Vous avez également Jonas Wideberg qui était chez DSM. Vous avez également Berg Wallin Rasmus qui était dans l'équipe Restaurant Suri Karl Ras. Et puis 3 coureurs qui étaient dans l'équipe de développement Uno X. Johannes Kulset, Zacharias Kohler Lolland et Carl Frederick Bevort. Ce qui fait que l'effectif 2024 de cette formation, c'est encore un effectif qui est quand même assez jeune.
C'est vrai que le plus jeune coureur, c'est Johannes Koulset, il a 19 ans. Le plus âgé est Alexander Kristoff, c'est le seul coureur qui a plus de 35 ans. Et il n'y a que deux coureurs qui ont plus de 30 ans, c'est Kristoff et Kort Nielsen. Plus de la moitié de l'effectif a moins de 25 ans. On retrouve Ørjan Stad-Bugge, Widerberg, Anderson, Leknesund, les frères Johannessen, Joris Kjol, Holter, Koulset, Sander Hansen, Blum Olevi, Gummerstadt, Leland, Fredheim, Bevort et Koulset. Effectif qui je trouve est intéressant. On a récupéré donc deux très bons coureurs, Kristoff et Kort Nielsen. Je dis Kristoff et Kort Nielsen. Kort Nielsen, et Leknesund. Leknesund qui a quand même fait top 10 sur le dernier Giro. Kort Nielsen, on sait ses qualités, c'est quand même un mec qui a gagné sur les 3 grands tours. Kristoff, est plus tout jeune, mais toujours là pour entourer les coureurs un peu plus jeunes de l'effectif. Et puis on a énormément de jeunes coureurs qui ont du talent. Mais avec ce cyclisme norvégien et danois qui est prolifique en jeunes talents, je rappelle Vingegaard, par exemple, voilà, c'est un cyclisme danois qui est en forme, le cyclisme norvégien également, avec les frères Johannessen. Tobias Haaland, je rappelle, a remporté le Tour de l'Avenir, c'était en 2022 de tête. Bon, ça veut dire également un effectif qui est assez inexpérimenté. Ça veut dire également un effectif qui va peut-être se planter parfois. Moi, j'aimerais les voir présents un peu plus sur les grosses courses. Je trouve que ça a été vraiment pour moi le problème en 2023 de cette équipe, c'est que sur les très grosses courses à forte opposition, ils n'ont pas été là. Et j'espère qu'ils vont être bien plus présents sur ces courses-là. On rappelle qu'ils sont invités également sur le Tour de France, comme la Total Energy. Et qui vont faire également le Dauphiné, contrairement à la Total Energy, qui, quant à elle, passera son tour. Milan-San Remo également, invitation. Il y a également Strade Bianche, vous avez le Etniesblad. C'est quand même une équipe qui va faire pas mal de courses World Tour cette année, mais ils n'ont pas fait notamment le Down Under. On regarde tout de suite les coureurs à suivre. Et je commence avec Andreas Leknesund. Il a fait un très bon Giro. Moi, je le croyais seulement performant sur les courses d'une semaine. Et il m'a montré l'inverse sur cette épreuve où il a été très très bon sur le Giro. C'est dommage, c'est qu'après le Giro, il a été assez peu en course et il a pas mal abandonné, notamment sur le Giro dell'Emilia, la Coppa Sabatini, les championnats d'Europe, il fait 66e. Il ne participe pas à l'Arctic Race of Norway, donc il fait vraiment une première partie de saison très bonne avec ce Tour d'Italie. Tour du Pays Basque également, il prend la 26e place. On l'a vu aussi sur l'UAE Tour et sur Tirreno. Énorme Giro, où il prend notamment la deuxième place à la Golaceno, mais il tient très très bien en dernière semaine pour rester dans le top 10. Même si c'est vrai qu'il était toujours un petit peu en retrait sur les étapes de montagne, et c'est un domaine dans lequel il va devoir travailler s'il veut être un coureur de grand tour. Pour 2024, moi j'aimerais voir Leknesund performant, parce qu'on sait qu'il est passé par la DSM. Alors c'est très surprenant même parce qu'il a commencé chez Uno X. Ensuite il a rejoint la DSM pendant 3 ans. Je pense que sur la fin, même il y a eu des désaccords avec la DSM. Bon, ça, la DSM, vous savez que c'est une équipe où c'est compliqué de rester longtemps à la DSM. Puis depuis, il est chez Uno X, là depuis le début de saison 2024. Et là, on va voir ce que ça va donner pour Leknesund. Mais il a que 24 ans, donc c'est un coureur qui est encore hyper en phase de progrès. Et c'est un coureur qui va donc, je pense, pas mal... qu'on devrait encore voir performant en 2024, avec j'espère un peu plus de constance, et puis j'espère un bon Tour de France de la part de Leknesund. Ça serait quelque chose que j'aimerais bien voir du côté de Leknesund. Joris Kjol, le jeune sprinter, rouleur norvégien, lui il a commencé chez Joker en 2019. Vainqueur cette année du Tour de Poitou-Charentes.
vainqueur d'une étape du Tour de Belgique, d'une étape du Tour de Danemark. On connaît ses qualités sur le sprint. Alors, il a un désavantage, c'est qu'il est bon que sur les sprints sur le plat. Et il est très bon rouleur, mais seulement sur le plat. C'est-à-dire que c'est vraiment un coureur qui passe pas bien les bosses, pour une raison extrêmement simple, 1m95, 92 kg. Donc c'est un gabarit, c'est le gabarit le plus imposant. Je pense que c'est le coureur le plus lourd du peloton, Verhaeghe. Mais on connaît ses qualités sur le plat. On sait que c'est un coureur aussi qui est très résistant. Euh, sur le Tour de France, il a été assez peu en vue au niveau des sprints, ce que j'ai trouvé un petit peu dommageable parce qu'on a fait confiance à Christophe et un peu moins à lui. Eh bien, j'espère qu'en 2024, on va lui faire énormément confiance. Encore une fois, pour moi, ça peut être un très bon sprinter sur le plat. Il a vraiment de très grandes qualités et pourquoi pas même sur des sprints un peu plus longs que ses adversaires, avec cette capacité également du rouleur de contre-la-montre. Je me dis même que sur la piste, vu le gabarit qu'il a, hein, en poursuite, il devrait être pas très mauvais quand même, notre petit Verhaeghe. Je ne sais pas s'il a fait de la piste dans sa carrière, ça me dit rien de l'avoir vu en cyclisme sur piste, mais j'ai pas tous les résultats en tête. Je me dis quand même que voilà, il y a un profil qui est très intéressant sur ce type de course-là. Il faut qu'il travaille également son placement. C'est ce qui lui faisait défaut sur le Tour de France. Il a le gabarit pour frotter, bah, faut qu'il s'en serve pour libérer de la place également. Vainqueur aussi à Bourraka, qui était pourtant pas tout plat, je crois me souvenir, hein, l'étape d'Abouraka, le final. C'était la fameuse étape où il y avait le truc en miroir là. En plus, ça avait eu du vent, parce qu'on avait roulé 4,36, il y avait eu beaucoup, beaucoup de vent pendant toute la journée. Ça avait été un enfer pour les coureurs. Je me souviens, c'était arrivé avec beaucoup de retard par rapport aux horaires indiqués sur cette journée-là. Tobias Allan Johannessen, Tour de l'avenir, c'était 2021. Pardon, j'ai dit 2022, c'était 2021. Le problème de Coco, c'est qu'il a eu quand même des blessures. Je trouve quand même que sa saison 2023 a été plus constante, plus aboutie. Pas mal de résultats. Très bon Tour de France aussi. Pour moi, chez Uno X, ça a été le coureur le plus en vue, avec notamment une troisième place à Cauterets-en-Basque, cinquième à Belleville en Beaujolais et sixième à Courchevel. Sur le Dauphiné, il est troisième du classement des jeunes et troisième de l'étape de Salins-les-Bains. Neuvième du Tour de Norvège. On sait ses qualités, on va dire, assez typé puncher. Il a des capacités de changer de rythme. C'est un coureur donc, qui passe extrêmement bien les bosses, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et les résultats sur l'année, il est également deuxième du Giro del Veneto, parce que sur les semi-classiques, je pense que c'est un coureur qui a vraiment des qualités intéressantes. Troisième de Paris-Tour aussi, sur un profil très plat. Mais encore une fois, ses qualités de puissance, ses qualités pour changer de rythme lui servent également sur ce type de course. Puis quand tu remportes le Tour de l'avenir, on attend de toi que tu confirmes. Surtout que c'était quand même devant Carlos Rodriguez, Zana, Lemreise, par exemple, qui était dans le top 5 de cette course. Il y avait également Marco Frigo, il y avait Lipovitz dans cette édition, Michel Hersman également. Donc on attend enfin les grands résultats pour Tobias Allan Johannessen sur une édition qui avait été très compliquée en plus du Tour de l'avenir, parce qu'on finissait avec une étape très dure sur le col du Petit Saint-Bernard. Donc ouais, j'attends les résultats, surtout qu'on connaît ses qualités en montagne. Donc je pense qu'il est capable de faire un top résultat. Et s'il pouvait performer, ça m'arrangerait en 2024, parce que c'est un coureur que je trouve très intéressant. Kort Nielsen, nouveau projet, il n'a pas couru au pays depuis 2014. Depuis qu'il a quitté Cult Energy, il a toujours couru dans des équipes en dehors de la Norvège et du Danemark. Magnus Kort Nielsen, c'est un coureur qui marque des points pendant toute l'année, qui est capable de gagner des très grosses courses. Excellent baroudeur, capable de faire très très mal sur ces étapes-là. Très bon Giro, Tour de France un peu plus compliqué, mais il a toujours eu du mal à enchaîner deux grands tours. Soit il rate le premier, soit il rate le deuxième. Il n'a jamais été très bon sur deux grands tours d'affilée.
Vainqueur du tour de 2 étapes sur le Tour de l'Algarve où il avait été vraiment impressionnant tout début de saison. Puis quand tu regardes, il y a bon, voilà, cette victoire sur le Tour d'Italie à Viareggio, une autre échappée à Talecime di Lavaredo, il prend quand même la 3e place. C'est un coureur qui a un profil qui est très vaste. C'est un coureur qui passe bien les bosses, mais très très bien les bosses, qui a quand même une bonne pointe de vitesse au sprint, même s'il a tendance à plus trop frotter aujourd'hui. Donc on connaît les qualités de Kort Nielsen. Bah, on espère les voir chez Uno X. Pas toujours facile parce que là, il se retrouve à avoir pas mal d'attentes sur les épaules. Donc on va voir comment il va réussir à encaisser ça. Mais oui, bah, j'aimerais voir Kort Nielsen très performant sur ses premières courses, parce que je pense qu'il a les qualités pour faire de très bonnes choses. Et puis je termine avec Rasmus Stiller. Coureur pour moi de classique. Il a vraiment le gabarit de mec de Flandrienne. Vainqueur d'une étape du Tour de Grande-Bretagne cette année. Mais moi j'attends de le voir vraiment performant, de le voir aller chercher, pourquoi pas, un très grand résultat sur une classique flandrienne. Pour moi, il en est capable. Pour l'instant, ça s'est jamais bien goupillé pour lui. Bah, j'attends de voir ce que ça va donner en 2024. Pour un coureur qui a fait un Tour de France moyen, une seule échappée. Bon, c'était l'étape de Poligny, où il prend la 21e place. C'est vrai que voilà, j'attends de voir du grand Rasmus Stiller. Bientôt 28 en plus pour Stiller, donc coureur là aussi qui est chez Uno X depuis 2021 désormais. On regarde tout de suite le maillot. Gros changement sur le maillot. Ce n'est plus le jaune-orange qui est dominant, c'est le rouge qui est désormais une couleur dominante pour cette formation. Donc on reprend en fait le maillot, on est très proche du maillot qui avait été utilisé pour le Tour de France. Donc avec un rouge beaucoup plus important et un jaune qui rediminue pas mal. On va voir comment on arrivera à faire la différence avec Arkea notamment. Parce que les rouges sont souvent assez proches, donc il faudra faire attention pour comment voir le maillot. Mais bon, encore une fois, je n'ai pas encore vu de course avec la Uno X, donc je ne peux pas vous dire si le maillot se repère bien dans le peloton. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!